Je pense que c'est important qu'on parle de l'affaire Liana. C'est en train de devenir un énorme sujet politique en France et je pense à juste titre. Ça mêle tout un tas de problèmes systémiques, individuels, des problèmes des institutions françaises, des problèmes du patriarcat, des VSS. Donc, on va en parler, les gens. C'est peut-être un dénouement tragique dans l'affaire de la disparition de la petite Liana. Le corps d'un enfant a été retrouvé. L'affaire Liana, c'est clairement un raté qui est totalement symptomatique de la situation actuelle de la justice en matière de mineurs, en matière d'agression. Il n'y a pas de signalement à la justice particulier. Ça lui donne un sentiment de toute puissance à Jérôme Barella. On va regarder et du côté des magistrats et du côté des gendarmes s'il y a eu des dysfonctionnements, des ratés. Ça serait le terrorisme, il y aurait des personnes fichées S, on les surveille théoriquement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en guerre contre la... Avons-nous découvert un nouveau en série? Jérôme Barella est-il passé entre les mailles du filet d'une justice trop lente? Autant de questions soulevées par cette affaire, l'affaire Liana, qui a débuté vendredi 29 mai dans le Gers, à Fleurance, devant le collège Hubert Reeves. C'est là que Liana, 11 ans, a été vue pour la dernière fois. Elle sortait de cours, il était 15h05 et elle était dans la voiture d'un homme, un père de famille, un parent d'élève. Information très vite confirmée par une vidéosurveillance de la ville. À 18h45, ses parents signalent sa disparition à la gendarmerie. Une disparition immédiatement jugée inquiétante. Les recherches commencent. Samedi, la commune de Fleurance est fouillée. Plus de 100 gendarmes ont investi les champs, les forêts et les airs. Une équipe cynophile est dépêchée au domicile de Liana pour y prélever ses empreintes olfactives. Les chiens sont aussi sur la piste de la petite fille. Côté enquête, à la mi-journée, un homme est interpellé à Montestruc-sur-Gers, petite commune voisine de Fleurance. À cette occasion, une perquisition a lieu au domicile du suspect. Sa voiture est saisie, de quoi étonner dans cette petite commune de 700 habitants. On est un peu dans est-ce que c'est lui, pas lui. Puis bon, dans un si petit village, en fait, on se dit, jusqu'à maintenant, on voit ça passer à la télé, mais en fait, on se dit aujourd'hui, ça peut être à côté de chez nous, quoi. J'étais très étonnée quand j'ai vu les gendarmes, là, quoi. Je plains beaucoup sa femme et ses filles. Quelques heures plus tard, Jérôme Barella, 41 ans, est placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration de mineurs. Jérôme Barella, 41 ans. La procureure d'Auch le confirme, il s'agit bien de l'homme qui a été vu avec Liana à 15h05 la veille. Cet individu a expliqué avoir déposé l'enfant à sa demande en voiture aux abords de la piscine de Fleurance. Néanmoins, ces déclarations sont apparues relativement incohérentes et imprécises. Moins de 2 km séparent le collège de la piscine municipale et personne n'a vu Liana y être déposée en voiture. D'ailleurs, ce vendredi après-midi-là, la piscine est fermée. Selon nos informations, les derniers agents municipaux ont quitté le complexe sportif à 14h. En début de soirée, ce vendredi, le suspect est vu à Montestruc-sur-Gers. Il assiste à la fête de l'école d'une de ses filles. Mon fils, lui, l'a vu. Il prenait la vidéo avec son téléphone. Il était tout souriant. Une attitude a priori sereine. Mais quelques heures plus tard, à 20h30, Jérôme Barella retourne à Fleurance alerter les parents d'une amie de Liana de sa disparition. Le téléphone a sonné de mon conjoint. Il m'a dit « Ah, c'est Jérôme, bon, ben, je le rappellerai après ». Il a insisté plusieurs fois et à 8h, 8h15, 8h30, on a entendu sonner à la maison. Et c'était lui. Et il nous a dit « Oui, la petite Liana, elle a disparu, vous ne l'avez pas vue ». Le suspect demande si Liana a pu fuguer, mais ne mentionne à aucun moment l'avoir emmenée dans sa voiture quelques heures plus tôt. What? Il allait contacter des gens en faisant genre qu'il était inquiet de la disparition de Liana, alors que c'est lui qui l'a enlevée, séquestrée et... Dimanche, les parents de Liana acceptent de parler à nos équipes. Pour eux, une fugue est tout bonnement inenvisageable. J'ai vu que cette affaire, bien sûr, il y a des tentatives de récupération de l'extrême droite, de la droite et tout, qui... J'ai entendu Marion Maréchal aller sur une télé parler de l'affaire Liana, et elle est obligée de mentionner le fait qu'il y a des étrangers qui sont surreprésentés dans les prisons, dans ce contexte-là. Genre, c'est plus fort qu'eux, hein, les races-là, c'est juste incroyable. Enfin, il y a évidemment toutes ces tentatives-là, et aussi des positions réactionnaires sur des sujets autour des enfants, de la
des VSS, il y a parfois des... Enfin, c'est un débat super complexe. Venez, on avance un peu. Venez, juste, on regarde déjà de base ce qui s'est passé dans cette affaire, parce que moi, je suis pas entièrement au fait, donc je regarde d'abord ce reportage. Après, on va parler politiquement de ce que ça veut dire, en élargissant le sujet plus qu'à juste cette affaire-là, qui est une affaire absolument horrible. Mais on va parler des problèmes systémiques qui ont un rapport hyper clair avec ce qui s'est passé. On va regarder ce qu'a dit Gérald Darmanin, les responsabilités de Darmanin et des institutions françaises et de la politique qui a été menée, peut-être sous la droite depuis des décennies, et notamment pendant les 10 dernières années de macronisme. On va en parler. Heureuse, en vrai, Liana fuguée, non, jamais. Là, c'est pas de l'inceste, ça n'a rien à voir. Oui, là, ça n'a rien à voir avec l'inceste. L'inceste, ça se termine pas en meurtre, oui, ouais. Ouais, c'est pas exactement le sujet de... C'est mon avis, mais moi... Elle serait jamais partie toute seule. Jamais. Après, Liana, elle est quand même... je sais pas comment... Donc ça, c'est les interviews des parents de Liana. Je pense que ça devait être avant que son corps soit retrouvé. C'est absolument horrible. Comment dire, facilement influençable. C'est le genre de fille, il suffit qu'elle vous connaisse, elle vous apprécie, vous la croisez dans la rue en train de marcher, vous vous arrêtez en voiture, vous lui dites tu montes, je t'amène chez toi, elle monte. Voilà, c'est Liana. Vous avez peur qu'elle ait été enlevée? Ah non, c'est pas que j'ai peur, c'est que pour moi c'est une certitude, elle a été enlevée. Pour moi, il n'y a pas autre chose. Elle n'est pas partie d'elle-même, elle a été enlevée. C'est dur, en plus aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'ai pas ma fille. Touchés par le drame de cette famille, près de 500 volontaires se sont retrouvés dans ce gymnase pour participer à la première battue citoyenne. Après sélection, 280 bénévoles participent aux recherches. La manœuvre, c'est on avance en ligne, on garde la ligne, personne part tout seul ou personne fait sa guerre. Si quelqu'un trouve quelque chose, on fige, mais on reste sur place. On ne fait pas les mouches à aller voir, vous voyez. On ne veut pas du tout cet effet-là parce qu'il faudra préserver la preuve. Donc on reste en ligne. Quelqu'un trouve, il arrête, un coup de sifflet, la ligne elle se stoppe. L'OPJ, donc moi qui suis derrière, je viens, j'analyse, on prélève s'il y a besoin. Et à 3 coups de sifflet, on reprend la progression. Mais cette ligne, elle est importante à respecter, ok? Puis qu'on sait que cette jeune fille n'est pas rentrée chez elle, on s'appelle entre parents, on essaye de tout faire pour la trouver. Ils ne sont pas seuls à chercher Liana. De nouveau, l'hélicoptère de la gendarmerie survole C'est un sujet très difficile, les gens, mais faut en parler quand même. La zone toute la journée, pendant que des plongeurs sondent ce plan d'eau qui est tout près de la piscine où la petite fille aurait été déposée. C'est le dernier endroit connu et confirmé de passage de Liana. Donc on part d'ici parce que c'est un point fixe, c'est un point de certitude. Une course contre la montre s'est enclenchée pour retrouver la fillette. Elle a disparu depuis maintenant 48 heures. Évidemment, l'inquiétude quand il s'agit d'un enfant, c'est que ce sont qui ne se suicident pas, qui n'ont pas forcément d'accident, sauf les tout petits. L'hypothèse, c'est évidemment l'hypothèse d'un enlèvement. Et quand le temps passe, l'hypothèse la plus terrible s'approche, celle d'un meurtre. Lundi matin, reprise difficile des cours dans le collège de Liana. Ses camarades sont inquiets. C'est très compliqué de regarder ce reportage, c'est tellement déprimant. Je pense qu'on va skip toute la partie où il la cherche et tout, et on va aller à la conclusion. Pour elle, et je trouve ça inadmissible en fait. De son côté, le ministre de la Justice reconnaît des dysfonctionnements. On va remonter au moment où Sur le terrain, loin de la polémique, les recherches continuent. Les gendarmes... En gros, dans les médias, déjà pendant le moment où ils cherchaient la petite Liana, il y avait déjà une couverture des recherches. Parce que... Attends, j'essaie de comprendre le déroulé, si je me souviens bien. Ils avaient... Je pense... Oui, parce que les infos sur Barella étaient sorties comme quoi il avait déjà des condamnations pour... Et donc la polémique commençait déjà avant même qu'ils aient retrouvé son corps, quoi. Sur le fait de... Attends, pourquoi ce mec-là, on ne l'a pas déjà condamné? Pourquoi il a été... Si je me souviens bien, acquitté. Attends, on va avancer. Non, c'est à quel moment, pardon? Je veux d'abord qu'on ait les faits de l'histoire correctement pour qu'on ne dise pas n'importe quoi. 10-59. On apprend que Jérôme Barella a été déjà visé par plusieurs procédures pour violence sur mineurs avant la disparition de Liana. En 2017, une relation avec une mineure de 17 ans était signalée aux autorités judiciaires. Une procédure classée sans suite, la jeune femme ayant assuré aux enquêteurs que la relation était consentie. Ok. Donc en 2017, attends, il
Il a 41 ans en 2026. Donc il a 32 ans en 2017. Il a une relation avec une fille de 17 ans. Et c'est classé sans suite. Attends, pourquoi ça allait de... Ah oui, attends. C'est son mineur de 17 ans était signalé. En 2017, une relation avec une mineure de 17 ans était signalée aux autorités judiciaires. Une procédure classée... Signalé aux autorités judiciaires, d'accord. Et ça a été classé sans suite parce que la fille a expliqué qu'il n'y avait pas eu de violation de son consentement. Bon, évidemment, t'as 32 ans, tu sors avec une fille de 17 ans, c'est absolument pas acceptable, hein, genre évidemment. Une fille mineure, c'est juste illégal, c'est de la de base, hein. Mais du coup, ce truc-là... Ah non, c'est pas de la... Parce que c'est... Ah oui, c'est 16 ans. Attends, je me souviens plus... C'est quoi la loi française? Une mineure ne peut pas consentir normalement. Attends. Majorité en France. La majorité est déduite de l'article 227-25 réprimant l'atteinte sur mineur qui la fixe par principe à 15 ans. C'est 15 ans? Il y a la loi et la morale. Oui, pardon. Du coup, je parle en termes de moralité. Quand tu as 32 ans et tu sors ou tu couches avec une fille de 17 ans. Ouais. Sans suite, la jeune femme ayant assuré aux enquêteurs que la relation était consentie. En 2021, Jérôme Barella est licencié d'un lycée du Gers dans lequel il travaillait comme agent d'entretien. Il a été mis fin à son contrat après... Dans ce cas-là, on devrait ouvrir le dossier Brigitte Macron. Bah oui, évidemment. Comme agent d'entretien. Il a été mis fin à son contrat après une procédure disciplinaire suite au signalement d'un comportement inapproprié envers une lycéenne. Son casier judiciaire était vierge. Une première alerte qui résonne aujourd'hui comme une occasion ratée. Au moment, par exemple, des faits qui concernent le lycée, il est simplement renvoyé pour avoir eu ce comportement inapproprié avec une lycéenne. Après, même légalement, quand tu as une position d'ascendance dans le cadre professionnel, même majorité s'il y a, je pense que c'est illégal aussi, non? Ainsi, un mineur peut avoir des relations avec un majeur sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée, le mineur en tant que victime n'étant pas inquiété. À partir du jour de ses 15 ans, à condition que le majeur n'ait pas de relation d'ascendance sur le dit mineur. Ah ouais, il y a le concept de relation d'ascendance dans la loi. L'âge limite est relevé à la majorité civile, soit aujourd'hui de 15 à 20 ans, dans le cas de relation entre un mineur et un ascendant ou toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction. Ouais, t'as totalement raison. Il n'existe aucune interdiction pour les relations entre individus de moins de 18 ans, que l'un des deux ait moins de 15 ans ou non, pour autant qu'il y ait un consentement mutuel, les limites posées par l'exercice de l'autorité parentale évoquées ci-devant s'appliquant. Après, il y a la loi et il y a la moralité. Hein. Il n'y a pas de signalement à la justice particulier. Peut-être, c'est vrai, que ça lui donne un sentiment de toute puissance à ce moment-là à Jérôme Barella. Peut-être que du coup, il se dit, bien puisque je ne suis pas arrêté, je vais pouvoir aller plus loin. En tout cas, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cas d'autres prédateurs. Commençons déjà par pas avoir des ministres de la justice qui ont eux-mêmes reconnu des relations basées sur le chantage au logement. Ouais, on va parler de Darmanin après, on va revenir sur le détail. Hein. Peut-être que c'est le cas dans l'affaire qui nous occupe. En 2022, une plainte est déposée pour un viol sur une petite fille de 7 ans. La plainte est finalement classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. À l'été 2025, une nouvelle affaire. Une petite fille de 10 ans, amie de la fille du suspect, passe un week-end chez Jérôme Barella. Elle parle d'attouchement. Ces derniers jours, les langues se délient. Ce mercredi, le père de la fillette est venu à la gendarmerie d'Auch porter plainte contre le mis en cause. Donc le père de cette fillette qui a du coup été attouchée par Jérôme Barella n'est pas allé voir la police ou les autorités quand sa fille lui a expliqué ce qu'elle a subi et il le fait seulement après que le mec a commis un meurtre. La piscine qu'il lui a relevé par les fesses, que je n'accepte pas du tout. Moi je le fais pas. Il lui a mis la main sur les fesses. Ouais, ça participe au problème, les gens. Enfin, je sais pas, genre c'est de la folie. L'inaction des adultes quand ils ont connaissance qu'il y a un... Comment c'est possible, quoi? Ils croient pas les femmes, alors les enfants, que penses-tu? Ouais, c'est là que tu vois le caractère systémique du problème, quoi. T'es un enfant, t'as un adulte prédateur dans ta vie, t'as pas les armes, t'as pas les capacités de te défendre, et l'ensemble des adultes dans ta vie, autour de ceux qui sont autour de lui, qui ont peut-être des connaissances du truc, qui ont soutenu par leur silence, soutenu tacitement par leur silence, l'ensemble des gens dans l'entourage qui pourraient protéger et tout, mais qui font rien. S'ils ont des trucs et tout, des trucs de on va pas faire de vagues, on va pas détruire la vie d'un homme, tous ces trucs-là, c'est tellement systémique. Et dans ce cas-là, à la fin, le pire arrive et ça se termine en une petite fille qui se fait
J'ai pas compris, il avait cru ou c'est la fille qui n'avait rien dit. Non, la fille, elle lui a dit. On réécoute. Ces derniers jours, les langues se délient. Ce mercredi, le père de la fillette est venu à la gendarmerie d'Auch porter plainte contre le mis en cause. Ils sont allés à la piscine et qu'il lui a relevé par les fesses, que je n'accepte pas du tout. Moi, je le fais pas. Il lui a mis la main sur les fesses? Ouais, sur la fesse et au parti pour la lever, en fait, de la piscine. Et pour la réveiller le matin. Merci beaucoup pour le méga don, Hakim Ben, merci beaucoup. Je peux pas être super enthousiaste vu le sujet qu'on est en train de traiter, mais merci beaucoup pour le méga soutien. Ça fait super plaisir. La main sur les fesses? Ouais, sur la fesse et au parti pour la lever, en fait, de la piscine. Et pour la réveiller le matin, il lui a caressé les fesses. C'est un truc inadmissible. J'accepte pas. Heureusement que la gendarmerie l'a attrapé en premier, je vous cache pas. Ouais, t'acceptes pas, mais du coup, pourquoi t'as pas... Après, bon, je suis en train de dire, allez voir les autorités, mais les autorités étaient déjà au courant d'autres choses et n'ont absolument rien fait. D'ailleurs, c'est le cœur du sujet. Parce que si c'est moi qui l'aurais attrapé, ça se serait pas... En fait, il y a tout qui a dysfonctionné. Il y a toutes les étapes, les unes après les autres, qui auraient pu sauver cette petite fille. Rien n'a été fait ou insuffisamment. De la part des adultes. Ça va passer comme ça. Ça, c'est clair, net et précis. Puis vient la révélation de la 5e affaire et elle va avoir l'effet d'une bombe. S'il était noir ou arabe, t'inquiète, tu aurais pris du ferme. Ah, évidemment. On apprend qu'en 2025 toujours, une nouvelle affaire de viol concerne une enfant de 10 ans. Le 22 août, la maman dépose plainte en Haute-Garonne. Sa fille est entendue et examinée dans les jours qui suivent. Quelques semaines plus tard, le parquet de Toulouse se dessaisit au profit de celui d'Auch. Les faits s'étant déroulés dans le Gers. On est dans une société qui glorifie l'abus de pouvoir / la position dominante. Bah, les gens, non mais il y a tellement à dire. Je vais pas pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire dans ce stream sur ce sujet parce que c'est l'intersection d'un extrêmement grand nombre de problèmes sociaux, de problèmes d'oppression, de problèmes de domination. On pourrait parler aussi de la fétichisation de la jeunesse, de la jeunesse pour les femmes. Enfin bref. Il faudra attendre plus d'1 mois pour que le dossier arrive sur le bureau de la procureure et 1 mois supplémentaire pour que la gendarmerie entame l'enquête. Nous sommes en janvier 2026, 5 mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte. La famille dit avoir relancé plusieurs fois les enquêteurs. Moi, je l'appelais la gendarmerie chaque lundi matin pour savoir que même si... Donc là, les gens, c'est la famille d'une autre petite fille, pas Liana, mais une autre qui a aussi subi des attouchements de la part de ce mec, qui sont allés porter plainte. Et il n'y a aucune info de la part des enquêteurs, des gens du commissariat. Elle a appelé en boucle et vous allez voir, ça a été quoi la réponse finale? Ça a été fait, je sais pas, c'est une recherche, que ça a été faire quelque chose. Et à un bout de moment, au coup de fil, elle me dit, si vous n'arrêtez pas de nous appeler, on vous fait une main courante. Si vous arrêtez pas de nous appeler, on vous fait une main courante. Fun fact, la maman a un accent. Bizarre. Ah ouais, intéressant. Donc là, on a l'institution qui est censée protéger les gens, qui est censée enquêter sur un... quand il y a littéralement un dépôt de plainte pour agression, qui à la place protège le... et menace la mère de cette fille, quand elle demande juste des informations, menace de faire une main courante contre elle. Un processus légal pour la faire taire. Il y a quand même un problème majeur dans ce pays. Il y a quand même un... C'est de la folie. Contre vous? Contre moi, pour harcèlement. Moi, en tant que maman, j'attendais que sur une... Muche, au-delà de cette affaire, va écouter la commission d'enquête sur les violences faites aux enfants. C'est terrifiant et tu comprends Epstein. On va peut-être regarder ça après, ouais. Pays protecteur de Epstein, quoi, ouais, c'est... Ouais. Affaire de vie, les choses qui avancent plus vite. Est-ce que vous avez dit aux gendarmes qu'ils pouvaient recommencer? Ah. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On s'en occupe. Au moment On s'en de la occupe, bah disparition ouais. de Liana, Ouais, ils s'en sont bien occupés, ouais. Jérôme Barella n'avait toujours pas été entendu. La plainte remontait à 10 mois. L'enquête est toujours en cours. Rien d'anormal pour la procureure de la République d'Auch. C'est ça le progrès, c'est grâce à MeToo. Avant ça, ils auraient pris la plainte et ils l'auraient vu au comico. Ouais, je pense que quand la gauche dit qu'il faut réformer les institutions policières de la cave au grenier, j'espère qu'on entend bien le faire réellement parce que... Mais c'est un problème tellement massif, ça veut dire qu'il faudrait, je sais pas, il faudrait sans doute écarter de beaucoup d'institutions françaises une grosse proportion des gens qui sont actuellement dedans. Et je vais élargir ça, je vais dire ça très généralement, je vais dire ça
pour la police, la gendarmerie, la justice, probablement les médecins, probablement... En fait, toutes les positions de pouvoir, quoi. Et je sais pas comment faire techniquement, parce que ça fait des centaines de milliers de personnes quand même, hein. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue. Oui, l'église, bien sûr, toutes les églises, toutes les institutions religieuses, bien sûr, Betaram. Et beaucoup. Du mis en cause pour audition. Toute la politique aussi. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer, après que l'ensemble des... Il y en a la procureure qui explique qu'en fait c'est normal, l'audition du mis en cause c'est la dernière étape et tout. Limite à expliquer que en fait c'est normal, quoi. Il y a une culture du viol en France, en dépit des droits et de l'évolution de la société, rien ne change, on fait taire les victimes. Ouais, il y a évidemment encore une culture du viol extrêmement présente et un patriarcat extrêmement présent. La culture du viol fait partie de ça. Les choses évoluent, mais genre beaucoup trop lentement. Et il faut redoubler d'efforts sur la lutte sur tous ces sujets-là, hein, évidemment. Les autres investigations aient été réalisées. Même moi, sur ce stream, franchement, c'est un sujet que j'aborde pas suffisamment. Il va falloir que je m'améliore sur ce sujet, je pense, hein. Faut que je dise les termes dessus, faut que j'explique aux gens, faut que j'explique à l'audience un tas de choses, quoi. Des propos qui ne suffisent pas à calmer les esprits. La polémique est lancée. Comment expliquer que la plainte déposée en août dernier n'est pas aboutie? Il faut former les gens, c'est long. Venez, on se reconcentre sur l'affaire Liana spécifiquement, parce que là, on est parti sur des considérations plus globales, mais... Pourquoi le suspect n'a pas été interrogé pendant 10 mois? Y a-t-il eu des défaillances, des ratés de la justice? Donc voilà, il y a eu un écart de 10 mois entre cette plainte déposée, cette inaction des enquêteurs, des gens qui sont censés gérer le fait que ce mec est accusé de viol sur une petite fille et qui est potentiellement dangereux. Et du coup, pendant 10 mois, il se passe rien. Enfin, si, il se passe un truc, c'est que la mère de la fille est menacée de subir une main courante parce qu'elle cherche juste à avoir des informations sur le viol de sa fille, tu vois. Est-ce qu'il est en train d'être géré correctement? C'est un peu dur de rester calme. Le scandale devient très vite politique. Les questions que vous posez sont très légitimes, de savoir quels ont été les actes d'enquête qui ont été engagés, quel temps ces actes ont pris, qui a été saisi, quelles suites ont été données très concrètement. J'en ai parlé avec le garde des Sceaux et nous avons décidé sur cette question de diligenter une enquête administrative qui sera confiée à l'inspection générale de la justice, à l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour identifier évidemment d'éventuels dysfonctionnements. On va regarder et du côté des magistrats et du côté des gendarmes s'il y a eu des dysfonctionnements, des ratés. On s'interroge sur pourquoi on n'a pas été un peu plus vite ou pourquoi on n'a pas mis un post-it en disant... Eux, ils en sont au stade de se questionner sur est-ce qu'il y aurait eu des dysfonctionnements avec bien le conditionnel mis à chaque mot, tu vois. C'est bon, allez vous faire foutre. Attention, ce dossier-là, il faut sans doute y prêter une attention particulière en raison du profil de cet homme. Son casier judiciaire est vierge, mais regardez, il y a eu un premier signalement. Ouais, on va parler bien sûr du manque de moyens dans la justice qui est un des énormes facteurs et c'est totalement réel, hein. Mais là, on parle juste des enquêteurs qui ont reçu l'information, qui ont reçu littéralement un dépôt de plainte, un commissariat qui a reçu un dépôt de plainte en fait. Là, c'est pas les manques de moyens dans la justice. En 2017, il y a eu une plainte en 2022 et là, cette troisième plainte en 2025. Enfin, peut-être en partie, mais il y a d'autres problèmes aussi. Il y a les gens en question. Aurait pu intriguer, inquiéter les magistrats et les gendarmes. Alors, il peut y avoir des sanctions prises. C'est déjà arrivé que des policiers, par exemple, qui refusaient d'enregistrer la plainte d'une femme qui venait dire qu'elle était maltraitée par son mari, puissent avoir une sanction, être sanctionnés. Mais il faut vraiment qu'il y ait un acte, une faute qui soit commise. Donc, c'est ça que l'enquête va devoir déterminer. Insuffisant pour Arnaud Gallet, qui rappelle qu'au final, seuls 3% des viols et agressions sur mineurs font l'objet d'une condamnation. On ne devrait pas faire une enquête administrative individuelle, on devrait faire en fait une enquête administrative collective sur toutes les juridictions, sur tous les commissariats, sur toutes les gendarmeries, les procureurs de la République qui reçoivent des signalements, j'en sais rien. Ça veut dire combien d'enfants sont potentiellement en danger. On est capable d'identifier les personnes, il y a des signalements, des plaintes qui sont en attente. On attend en fait, je sais pas, ça serait le terrorisme, il y aurait des personnes fichées S, on les surveille théoriquement. On voit bien que des fois c'est compliqué, mais quand même, elles sont fichées S. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en guerre contre les violences, même plus largement, faites aux enfants, où on sait que ces violences-là, elles sont énormissimes. C'est important de le rappeler. On a 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Ça fait un enfant toutes les 3 minutes. On parle d'un enfant qui meurt tous les 5 jours sur les coups de ses parents. Bref, c'est sans cesse les mêmes affaires. Eliana est introuvable depuis 5 jours. Sur le terrain,
Loin de la polémique, les recherches Voilà, et là, du coup, il trouve son corps. Pas le plus basé des victimes, lui, je connais pas du tout. Comment il s'appelle? Arnaud Gallet ou un truc comme ça, non? Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfants. Pourquoi vous pensez qu'il n'est pas basé? Parce qu'il a dit il faut faire la guerre à la... Comme on fait la guerre au terrorisme. Enfin, c'est son langage un peu bizarre qu'il utilise, c'est ça? de la justice reconnaît des dysfonctionnements. En fait. Je le trouve très bien, j'ai jamais entendu une prise de position problématique de lui. De son côté, le ministre de la Justice reconnaît des dysfonctionnements. Quand il y a une plainte. Non, mais sa take sur les fichiers S, bah... Non, mais après, techniquement, dans un État non autoritaire, non fascisant et tout, c'est OK d'avoir un organe de renseignement intérieur qui surveille des gens qui sont réellement dangereuses. Genre, c'est juste qu'actuellement, c'est pas utilisé pour ça, les fiches S. Enfin, il fait juste une comparaison, ouais. Il me faudrait un peu plus d'informations sur les positions politiques que défend Arnaud Gallet pour dire qu'il est problématique plutôt que juste cette analogie qu'il a fait pendant une phrase. Mais peut-être, hein, je sais pas, donnez-moi des infos. Je connais pas cette personne du tout. J'ai des potes fichés S pour des actions écolo. Non, mais c'est hors sujet. D'un enfant, on doit quasiment tout arrêter pour la suivre parce que c'est l'être le plus vulnérable qu'il nous faut protéger. Manifestement, là, on verra ce que dira l'enquête, mais on a de quoi s'interroger sur notre responsabilité collective. En déplacement à l'étranger. Ouais, Gérald, ouais. On a de quoi démissionner peut-être aussi quand on est au pouvoir depuis 9 ans et le résultat c'est ça, tu vois. Peut-être qu'il y a de quoi démissionner en fait et se barrer de nos institutions. Le président de la République pointe une défaillance de l'État. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé, c'est faux. Donc comme vous, je suis choqué. Wow, ça fait des mois que j'ai pas vu la tête de Macron, je crois. On peut pas regarder sa famille en face et dire que tout s'est bien passé. Bah merci. Merci Manu. Quel courage. Sa famille et lui dire que tout s'est bien passé, c'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc, est-ce que par exemple, au bout de 10 ans d'exercice du pouvoir, est-ce qu'il y a une responsabilité qui peut être pointée parmi le gouvernement en place depuis 10 ans, tu vois, sur le sujet du manque de moyens de la justice, sur le sujet de littéralement la protection de toutes les formes de patriarcat, le définancement d'associations progressistes sur le sujet, les violences policières, Macron qui défend des potes à lui qui sont ultra problématiques sur le sujet, la présence même de Gérald Darmanin qui a échangé des faveurs sexuelles contre des logements quand il était dans un poste de pouvoir, donc on sait déjà que le mec est accusé de viol par plusieurs personnes. Hein, Macron, est-ce que tout ça, on peut le questionner ou pas? Ça rentre dans le périmètre de ce qu'on peut questionner ou pas? Ouais, le soutien à Depardieu que t'as fait, Manu. Oui, il en a parlé d'homme à homme, ouais. inacceptable. L'affaire Liana fera-t-elle bouger les lignes? C'est clairement un raté. Et c'est un raté qui est totalement symptomatique de la situation actuelle de la justice en matière de mineurs, en matière d'agression. On se rend compte aujourd'hui T'as pas peur des procès en diffamation de Darmanin? Bravo à toi qui vient me chercher. que la justice n'a plus les moyens et dépassée Moi j'ai les avocats. Hein. par l'ampleur du nombre d'agressions sur les mineurs. Et cette affaire, elle montre à quel point, très concrètement, la justice peut se perdre. Dans cette affaire précisément, vous avez une série de signalements ou de plaintes pour violence, et malgré tout, elles sont toutes éparpillées dans différents parquets, dans différents services, pas vraiment prises en compte, et à aucun moment... En fait, normalement, on est d'accord que le fait que toutes ces plaintes pour ceux connus des services policiers, etc., toutes ces plaintes éparpillées dans plein de commissariats, le fait qu'elles sont éparpillées, normalement, cela veut dire qu'il y a plus de personnes dans cette institution qui ont connaissance du dossier. Si c'était dans un seul commissariat, mais là, il y a plein, en fait, ils sont en train de nous dire, il y a plein d'informations sur le fait que ce mec était dans plein d'endroits, dans plein de bureaux de plein de gens. Ah, c'est éparpillé, mais du coup, c'était dur d'enquêter. Bah non, ça veut dire que plus de gens étaient exposés à l'information et avaient l'info. Ou avaient des pistes où vous pouvez savoir que ce mec-là était dangereux. Non, ça marche pas comme ça, les services ne communiquent pas. Bah, ils peuvent communiquer. Mais de toute façon, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que du coup, il y a plein de différents commissariats qui avaient des informations. Ça démultiplie le nombre d'agents qui auraient pu les prendre en compte et agir du coup.
Ah oui, vous le dites en mode, ils peuvent pas savoir qu'il était multirécidiviste parce que chaque personne avait un seul bout de l'information. Ouais, dans ce sens-là, d'accord, je suis d'accord. Oui et non, du coup, plein de gens ont un bout d'information, mais personne n'a la vue d'ensemble. Ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire, je suis d'accord. Vous avez un regroupement de ces plaintes. À aucun moment, la justice, le parquet, le magistrat, le policier, le gendarme a la possibilité d'appuyer sur un bouton et de voir que pour cet homme, il y a eu des warnings qui se sont allumés, il y a eu un problème qui s'est posé, il y a eu des plaintes, il y a eu des victimes, et à aucun moment, tout cela a été regroupé autour, effectivement, d'une seule... En fait, c'est pas bizarre qu'on parle pas davantage du fait que la mère qui a porté plainte pour sa fille a essayé de contacter à de nombreuses répétitions pour avoir des informations sur le dossier. Genre ça aurait dû alerter, genre c'est un truc important en fait, cette petite fille, elle a subi ou une agression, je me souviens plus, de la part de cet homme, et que, pourquoi on parle pas plus du fait qu'elle a littéralement été menacée de porter une main courante contre elle pour harcèlement. C'est une dinguerie absolue ce truc, pourquoi c'est pas le truc qui fait tous les gros titres? Enfin, parmi les trucs qui doivent faire tous les gros titres. Qui sont les gens qui ont fait cette menace au téléphone et pourquoi elles ne sont pas directement démises de leurs fonctions? Ça veut dire qu'il n'y a aucune consultation des fichiers centraux. Probablement un des axes premiers à améliorer urgemment si dépôt de plainte ou alerte à propos de quelqu'un, la base est de vérifier s'il n'y a pas des procédures en cours de signalement déjà effectuées, c'est lunaire. Personne ne parle de ça parce que ça remet en question la police. Peut-être un moment, il faut le faire. Hein. Pourtant, pendant les contrôles routiers, les keufs analysent souvent tous les dossiers et ont la trace des enquêtes ou des condamnations de l'interpellé. Par contre, pour ficher les écolos et les harceler, là, il y a du monde. Ah non, mais on va parler après de... parce qu'il y a l'argument manque de moyens de la justice, etc. Mais il y a aussi l'utilisation des moyens existants, tu vois. Quand on voit les moyens qui ont été déployés sur la personne de Rima Hassan pour l'espionner, pour la traquer tous ses déplacements, contacter des entreprises pour avoir des infos sur ses horaires de vol, de train... Genre, est-ce que vous vous rendez compte des moyens, des potentiels millions d'euros de moyens qui ont été dépensés pour harceler l'opposition politique au gouvernement sioniste horrible français? Genre, c'est... Et après, il y a ça, tu vois. Donc, c'est l'utilisation des moyens existants. Le manque de moyens dans l'absolu, il y en a probablement, mais il y a déjà des gros moyens, en fait. Mais ils sont utilisés pourquoi? Un seul et même signalement. La police et la justice doivent-elles être réformées concernant les violences sur les mineurs? Non, vous pensez? Est-ce qu'on n'a pas un contrôle judiciaire automatique quand il y a une personne même qui fait l'objet d'un dépôt de plainte, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a différentes choses qui permettent de renvoyer à la personne, que la justice en fait le regarde, en fait, c'est important, tout en se disant qu'il y a une présomption d'innocence. En France, au nom de la présomption d'innocence, on se dit faisons rien tant que le juge n'a pas... Mais c'est pas ça la présomption d'innocence. Là, je suis pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Hein. Au nom de la présomption d'innocence, on ne fait rien. Non, normalement, quand il y a une plainte qui est déposée, il y a une enquête qui doit être menée. C'est le seul boulot, normalement, des policiers, c'est de mener une enquête pour savoir si oui ou non, ou juste de genre, ils pourraient mettre le gars en garde à vue et l'interroger, et ils peuvent mener une enquête, et en fait, c'est littéralement, il y a eu un dépôt de plainte pour viol, qui est un crime. Je sais pas pourquoi on parle de présomption d'innocence. On est d'accord que la présomption d'innocence, c'est le truc de un criminel est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné par la justice pour le crime qu'il a commis, mais présumé innocent du point de vue de la loi, quoi, du point de vue des conséquences légales ensuite qu'il doit y avoir. On n'est même pas à cette étape-là. Là, on est à l'étape 2, il n'y a même pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de réaction du tout. Je comprends pas trop pourquoi Arnaud Gallet nous parle de présomption d'innocence et en gros, il est en train de dire au nom de la présomption d'innocence, donc il veut s'attaquer au concept de présomption d'innocence. C'est bizarre en fait. En se disant qu'il y a une présomption d'innocence. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un contrôle judiciaire automatique quand il y a une personne même qui fait l'objet d'un dépôt de plainte, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a différentes choses qui... Un contrôle judiciaire... Attends, pardon, je vais juste me renseigner. C'est quoi contrôle judiciaire? Pourquoi on ne met pas les gens sous contrôle judiciaire directement quand il y a un dépôt de plainte? Le contrôle judiciaire est une procédure pénale du droit français créée par la loi du 17 juillet 70. Ok. Ça peut durer jusqu'à la clôture de l'information judiciaire ou jusqu'à la comparution. Son objectif est de concilier les libertés individuelles avec la protection de la société. Son non-respect peut conduire à une mise en détention provisoire dans l'attente du procès. La mise sous contrôle judiciaire requiert 2 conditions. La personne mise en cause doit encourir une peine d'emprisonnement correctionnel ou de réclusion criminelle. La mesure est justifiée par des nécessités de l'instruction ou à mesure de sûreté, à titre de mesure de sûreté. Le contrôle judiciaire est une série d'obligations imposées aux prévenus et ces obligations diffèrent d'un prévenu à l'autre, le juge n'étant pas obligé de sélectionner toutes les obligations prévues par la loi. Par principe, le juge d'instruction peut décider de l'astreindre à plusieurs obligations ayant pour objectif d'éviter la fuite, de préserver les preuves,
d'éviter la récidive, de protéger les victimes. Dans certains cas, elles prennent aussi la forme d'une assistance médicale et ou socio-éducative. Donc il y a 21 obligations différentes qui peuvent être décidées. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ne pas s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction. Donc ils peuvent l'assigner à résidence, quoi. Tu sors plus de chez toi. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ok. Genre autour des écoles, tu vois. Genre un lui dit ouais, tu vas pas autour des tu peux pas aller dans les écoles, quoi. Par exemple, tu vois. Pas de contrôle judiciaire sans mise en examen, pas de mise en examen sans instruction, pas d'instruction sans prise en compte réelle de la plainte, CQFD. Là, c'est débile ce qu'il dit. La mise en contrôle administratif, c'est largement utilisé pour les migrants sans passer par la justice. Étonnant, on serait dans un pays raciste systémiquement. Après une plainte, c'est au procureur de juger si c'est assez grave pour demander une enquête. Il y a une dérive totalitaire dans ce qu'il dit. J'essaye de comprendre si là, il dit un truc bien ou pas. Il critique le fait que la présomption d'innocence soit utilisée à tort, je crois. Bah, je sais pas si en l'occurrence c'est ça le sujet. Hein. Contrôle judiciaire, c'est aller signer au comico. Ça peut être ça peut être d'autres choses. Ouais. Ça serait la porte ouverte à trop de dingueries. Je savais bien qu'il allait vite déraper. Donc là, en l'occurrence, ils n'ont pas du tout utilisé toutes ces mesures qui auraient pu être mises en place après qu'il ait eu une plainte déposée et qu'il ait eu aussi avant un signalement à la justice pour avoir eu un rapport avec une fille mineure alors qu'il avait 32 ans. Permettre une personne même qui fait l'objet d'un dépôt de plainte, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a différentes choses qui permettent de renvoyer à la personne que la justice en fait le regarde. En fait, c'est important, tout en se disant qu'il y a une présomption d'innocence. En France, au nom de la présomption d'innocence, on se dit faisons rien tant que le juge n'a pas. Mais c'est pas ça la présomption d'innocence. On peut pas mettre en place un principe de précaution pour protéger d'éventuelles victimes. Il faut pas lâcher en fait. Il faut que la société au bout d'un moment se mette à hauteur d'enfant. Et si on est à hauteur d'enfant, alors on ne doit pas tourner la tête. On doit à minima agir, et même si on se prend des portes, vaut mieux se prendre une porte adulte que se prendre une porte enfant. Et notre rôle, c'est bien de protéger les enfants. Je pense que c'est bien ce qu'il a dit. C'est une vraie question complexe, mais il y a une glissade carcéraliste possible. Après, je sais pas, dans les sujets de VSS... Oui, non, mais je vois qu'il y a une dérive possible. Hein. Ouais. Non, ça peut être dangereux, je sais pas. En fait, il faudrait que je sache exactement ce que ça implique, ce qu'il est en train de dire, parce que ça peut être plein de choses, en fait. Le contrôle judiciaire, ça peut être plein de choses dans cette liste de 21 choses. Donc, le concept de mettre une sanction dès qu'il y a une plainte, c'est catastrophique. Sur le sujet spécifique des VSS, vu le pourcentage incroyablement faible de VSS qui donne lieu à des conséquences pour l'auteur, si c'est dans le sens du contrôle judiciaire, comme tu lis sur Wikipédia, c'est déjà possible, ouais. Et en plus, oui, c'est pas une sanction. Déjà, c'est une mesure de protection des personnes qui peuvent être des prochaines victimes de cet homme, en fait. Mais c'est compliqué. Première chose à faire pour un gouvernement de gauche, supprimer toutes les institutions noyautées par des potes de Macron, Cour des comptes, Conseil constitutionnel, etc. Alors, il y a tout un tas de personnes, et c'est vraiment beaucoup plus de gens que ce qu'on croit, il y a tout un tas de personnes qui sont nommées directement par le président de la République dans tout un tas d'institutions. Dans l'épisode 6, par exemple, j'ai parlé des gens dans l'ARCOM qui sont genre très majoritairement nommés par soit le président de la République, soit d'autres membres du gouvernement ou des assemblées, etc. Et du coup, évidemment, la droite au pouvoir depuis des décennies ne se sont pas privés de nommer toutes les personnes qui allaient dans le sens de la politique voulue par eux dans un tas d'institutions. Et d'ailleurs, ça comprend l'institution de la justice et de la police et tout, parce que c'est le procureur de la République. Procureur nommé par le président. Les procureurs de la République sont nommés par décret du président de la République sur avis simple du Conseil supérieur de la magistrature. En fait, on parle souvent d'indépendance de la justice, genre comme si c'était un truc qui n'a rien à voir avec l'exécutif, mais littéralement, tout un tas de postes haut placés dans l'institution de la justice sont nommés par l'exécutif. Donc je ne comprends pas en quoi c'est indépendant. En France, le procureur de la République ou procureur avec un E de la République est le magistrat du ministère public chargé de l'action publique dans le ressort d'un TJ. Il est assisté par des substituts et des vice-procureurs, magistrats également, qui, avec le procureur, constituent le parquet d'un tribunal judiciaire. La France compte environ 164 procureurs de la République, à raison d'un par tribunal judiciaire. Et les 164 sont nommés par Macron. C'est ça ? Principe hiérarchique. Sauf les juges. Les juges sont pas nommés par... Donc les juges sont plus indépendants, mais les procureurs, non ? Les préfets aussi, oui, les préfets aussi sont nommés. Oui, mais eux, ils représentent l'État, donc c'est normal. En tout cas, pour répondre au commentaire qui disait, si la gauche arrive au pouvoir, il faut que toutes les personnes actuellement dans des postes nommés soient remplacées par des gens
qui n'ont rien à voir avec les personnes actuelles, je suis d'accord avec ça, et ça comprend par exemple la justice en partie dans les postes qui peuvent être influencés par ça, et peut-être après aussi dans la 6e République, il faut peut-être remettre en question globalement le fonctionnement de ces institutions, d'accord? Mais en tout cas dans la 5e, le pouvoir de nomination, il faudra l'utiliser quoi, pour dégager des gens problématiques de plein d'institutions. Tous les pays comptent chez eux des déviants, des criminels. Aucun n'est épargné, il y a même des coopérations internationales. Heureusement, ces faits sont quand même très exceptionnels, mais lorsqu'ils surviennent, ça suscite une grande émotion, surtout quand les victimes sont des enfants. Là, il y a un phénomène d'identification. J'ai un enfant du même âge, ça aurait pu m'arriver, et ça interpelle et ça inquiète quand ça se passe dans des milieux ruraux, des petites villes, des villages où on n'est pas habitué au crime, et chaque fois, ça donne une intensité à l'événement qui existerait beaucoup moins dans une grande ville. Jeudi soir, la direction de la gendarmerie a Ça sert à demandé quoi, ce un propos état des lieux des dossiers de violences sur mineurs. La question est simple. Combien y a-t-il d'affaires laissées sur un coin de bureau ou oubliées? Côté judiciaire, l'enquête sur l'affaire Liana va se poursuivre. Jérôme Barella est en détention et mis en examen. Il est toujours présumé innocent. C'est quand même un peu bizarre le truc de mentionner il est toujours présumé innocent. Genre, enfin, techniquement c'est vrai, mais... Ok. Venez, on regarde du coup. Donc là, on a regardé un reportage absolument horrible sur ce qui s'est passé, juste sur les faits de cette affaire. J'ai envie maintenant qu'on regarde les répercussions politiques et qu'on analyse tout ça et qu'on regarde est-ce qu'il y a peut-être des problèmes systémiques qui pourraient peut-être être des facteurs explicatifs de tout ce dysfonctionnement massif et systémique qui, du coup, techniquement conduit à la mort d'une personne qui aurait pu être évitée si ça avait été pris au sérieux, les plaintes contre ce pédocriminel plus tôt. Je voulais juste lire la page Wikipédia de l'affaire pour voir si j'avais pas manqué une information. Jérôme Barella, né en 1985, il était inscrit au fichier informatique traitement d'antécédents judiciaires avant l'affaire Liana. 9 procédures ont été déclenchées au total contre lui. 9 procédures. Attends, en 2022, une plainte pour viol sur une enfant de 7 ans est déposée à son encontre, classée sans suite, en mai 2024 comme infraction insuffisamment caractérisée. Le tribunal a décidé que l'enfant mentait, c'est ça? Le 22 août 2025, il est visé par une plainte pour les viols en 2024 et 2025 sur Rosa, fillette âgée de 10 ans, déposée par sa mère. Donc ça, c'est le dont on a parlé. Pas assez de preuves, j'imagine. En juin 2026, des signalements pour d'autres agressions présumées sont transmis au parquet des Côtes-d'Armor et du Tarn-et-Garonne. Classé sans suite veut dire on n'a pas de preuves même si on croit la partie plaignante. Classé sans suite, ça ne veut pas dire qu'il croit la partie plaignante. Ça veut dire la justice choisit qu'il n'y a pas assez de preuves et du coup, il n'y a pas de condamnation. Mais il n'y a pas de prise de position sur croire ou non. Enfin, c'est compliqué. Par contre, un tweet sur la Palestine, c'est GAV, ouais. Ils vont nous vendre une IA pour analyser les plaintes et identifier les risques plus efficacement pour compenser le manque de moyens pour traiter les dossiers, t'inquiète. J'ai entendu parler de ça, ouais. J'ai entendu parler, il va falloir qu'on aborde rapidement le sujet parce que la dystopie, elle va arriver très 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 rapidement. Hein. Si on ne met pas la gauche au pouvoir, il n'y a pas une vraie augmentation de moyens massifs pour la justice. Mais quand je dis massif, c'est genre minimum x2 quoi, dans le pays, sur toutes les institutions. Classé sans suite, c'est différent d'un non-lieu. Ah oui, t'as raison, attends. Non-lieu. Un non-lieu est une décision judiciaire prise par ordonnance du juge d'instruction. Elle provoque l'abandon d'une action judiciaire en cours. Elle survient lorsque les éléments rassemblés par l'enquête ne justifient pas une action plus avant. Non-lieu vs. Maître Knafou, avocat. Le classement sans suite est rendu au stade de l'enquête dirigée par le procureur de la République. Ok. Ça explique pas la différence. Ah si, attends. Au stade de l'enquête. Le non-lieu, c'est au stade de l'instruction jugée par le juge d'instruction. Donc classé sans suite, c'est on arrête l'enquête et tu peux faire recours contre un classement sans suite. Et le non-lieu, c'est une étape d'après du coup. Si le juge d'instruction considère que les faits ne constituent pas une infraction pénale ou si l'auteur des faits est demeuré inconnu ou s'il n'existe pas de charge suffisante contre la personne mise en examen, le juge d'instruction délivre une ordonnance de non-lieu. Et tu peux faire appel. Et après, il y a la relaxe. Le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peut prononcer une relaxe si le tribunal estime que les faits ne constituent pas une infraction pénale ou que le fait n'est pas établi ou non imputable à la personne jugée, le tribunal prononce un jugement de relaxe. Et le procureur de la République peut faire appel du jugement de relaxe. Et ensuite, il y a l'acquittement. L'acquittement est rendu par la cour d'assises à l'issue de l'audience de jugement d'un crime. Si la cour estime que les faits ne tombent pas ou plus sous l'application de la loi pénale ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce un arrêt d'acquittement. Comme pour France Travail, où ça y est, ils ont officiellement déployé des applis basées sur LLM pour guider les gens vers des formations et de nouveaux emplois. Mais non.
Ils l'ont fait déjà, ça, je suis même pas surpris, mais c'est horrible. Classement sans suite, c'est temporaire. Si je me souviens bien, tu peux rouvrir le truc si tu as des nouveaux éléments, alors que le non-lieu, c'est un verdict. En gros, c'est la même chose, c'est juste qu'un non-lieu, c'est un peu avant que classé sans suite. Non, c'est le contraire. C'est classé sans suite, c'est un peu avant le non-lieu. Ouais, le contraire, ouais. Ok. Non, c'est en fait, moi, je suis pas expert des questions de justice et tout, et même du fonctionnement actuel, hein, au-delà des propositions politiques. Donc en vrai, c'est bien de se faire des rappels comme ça sur juste le fonctionnement actuel, quoi. Le 10 juin, donc ça c'est aujourd'hui, Yannick Barella, frère du suspect, est mis en examen pour viol sur mineur et viol sur conjoint à la suite de plaintes déposées par 2 anciennes compagnes. D'accord, famille normale. Lors de sa garde à vue, il nie toute relation non consentie. Plusieurs médias rappellent également qu'en 2013, le père de Jérôme Barella avait fait l'objet d'une plainte pour viol déposée par l'une de ses petites filles. Il n'a pas été mis en examen et un non-lieu a été prononcé en 2021 après 8 années d'enquête. La culture du viol qui se transmet culturellement par l'éducation et pas seulement dans le milieu familial, mais dans toute la société. Hein, mais... La révélation des plaintes antérieures non suivies d'audition du suspect suscite de vives critiques de la part des associations de protection de l'enfance et de représentants de la classe politique. Le gouvernement, fragilisé par cette affaire, reconnaît un échec et met en cause la responsabilité des magistrats. Les magistrats, les conférences des procureurs généraux et des procureurs de la République estiment que d'éventuelles responsabilités ne peuvent être mentionnées et encore moins de prochaines sanctions sans le résultat des inspections. Elles soulignent que les magistrats font face à une masse importante d'affaires et au caractère variable des priorités du gouvernement en fonction de l'actualité. Ça, c'est vrai, hein. De très nombreuses négligences auraient ralenti le traitement du dossier. Le logiciel gérant le fichier Cassiope, censé accélérer les procédures judiciaires, est également mis en cause. Il y avait un bug. Le 9 juin 2026, la mère de Rosa porte plainte contre l'État et le ministre de la Justice Gérald Darmanin pour faute lourde. Les enquêteurs... Attends, Rosa, c'est la fillette de 10 ans où sa mère a porté plainte pour... Ok, contre Jérôme Barella, ok. Bah ouais, elle a raison de porter plainte, hein. Les enquêteurs et les magistrats chargés de l'affaire sont également visés pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. C'est pas le truc dont parle Antoine Léaumont depuis 1 an, c'est pas le fameux logiciel dont parle Léaumont à chaque fois, je sais pas. Est-ce que c'est celui-là? Si quelqu'un sait, dites-le dans le chat. Réaction institutionnelle. Le président Emmanuel Macron dénonce un dysfonctionnement institutionnel et des faillites de la justice tout en ne voulant entendre aucun argument de moyen dans cette affaire. Oui, ils l'ont pas montré dans la vidéo, mais en fait c'était ça la réaction de Macron. Il a dit « Je veux absolument pas qu'on évoque le sujet des moyens insuffisants de la justice ». Bah en fait si, on va l'évoquer parce que ça fait partie des facteurs. Comment ça? Il est fou lui. Darmanin explique avoir demandé au parquet de prioriser la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dès le 27 janvier 2025. Mais sa circulaire de politique pénale... Non mais je leur ai demandé de le faire. On réduit les budgets de la justice par rapport aux besoins depuis 10 ans, mais en fait je leur ai demandé de plus travailler, donc c'est bon. Notre politique ne peut pas être mise en cause. Et en plus, sa circulaire de politique pénale était en fait très généraliste. Et selon plusieurs médias, les nombreuses circulaires qu'il a transmises entre 2025 et 2026 concernent surtout l'actualité, le narcotrafic, et ne mentionnent que rarement les violences sur les enfants. Moi, si Macron il veut pas entendre d'arguments de moyens, il veut arrêter d'entendre des arguments qu'on peut lui donner, j'ai une proposition pour lui, il peut démissionner, aller se reconvertir dans le privé, aller pantoufler dans une banque ou je sais pas quoi, comme il prévoit probablement de le faire. Il peut le faire dès maintenant, comme ça il n'aura plus à entendre d'arguments sur tout ça. Voilà, on convoquera une nouvelle élection présidentielle anticipée. Et comme ça, bah, c'est pour lui hein, que je propose ça aussi. Hein. Bon, il n'est pas obligé de rester. Darmanin annonce une enquête administrative conjointe de l'Inspection Générale de la Justice et l'Inspection Générale de la Gendarmerie, l'IGGN, ouais. Ouais, ça va marcher, ça va régler les problèmes. Hein. L'IGPN, l'IGGN, ils gèrent super bien les problèmes structurels dans la police et dans la gendarmerie, historiquement. Il ordonne aux procureurs généraux le réexamen de 70 000 plaintes concernant des violences sexuelles sur mineurs. Les 2 premiers syndicats de la magistrature... Ah oui, c'est le truc où il a dit « Je ne partirai pas en vacances avant que soient examinées 70 000 plaintes. » Le mec parle de ses vacances, quoi, dans ce contexte. Les 2 premiers syndicats de la magistrature, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, jugent que ce réexamen est impossible ou infaisable, notamment en raison du manque d'effectifs. Non, mais Darmanin l'a ordonné et il va décaler de 2 jours ses vacances pour ça. Donc c'est bon, il n'est pas critiquable, on ne peut pas dire Darmanin démission. Dans un communiqué du 9 juin 2026, est-ce qu'on peut le voir le communiqué? J'ai envie de voir le communiqué du CSM, attends.
Conseil supérieur de la magistrature. À la suite des réactions suscitées par l'affaire Liana, la mort de la jeune Liana suscite à travers tout le pays une émotion intense. Le Conseil supérieur de la magistrature la partage pleinement. Ce drame qui engendre pour la famille et les proches de la victime une douleur... Ok. Des enquêtes seront menées par l'IGJ et l'IGGN, auxquelles se joindra l'Inspection générale de l'éducation nationale. Il en convient d'en attendre les résultats. À ce stade, le Conseil supérieur de la magistrature appelle à la prudence quant à d'éventuelles responsabilités institutionnelles ou individuelles. Le CSM regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénonce leur irresponsabilité. À cet égard, il rappelle que ces formations disciplinaires sont composées pour moitié de personnalités non magistrates issues de la société civile. Elles prononcent chaque année de nombreuses sanctions, dont une proportion importante consiste en l'exclusion du magistrat concerné. L'ensemble de ces décisions et avis sont rendus publiquement et sont consultables sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature. Avis et décisions disciplinaires. Dommage, c'est pas cliquable ici. Le Conseil supérieur de la magistrature déplore le discrédit jeté sur des milliers de magistrats qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile. Il est incontesté que malgré des efforts importants consentis récemment, la justice ne bénéficiait pas d'un budget à la hauteur de l'ampleur sans cesse croissante de ses missions et des urgences multiples auxquelles elle doit faire face. À nouveau, le Conseil supérieur de la magistrature condamne avec la plus grande fermeté les menaces proférées à l'encontre de magistrats nommément désignés. De tels comportements n'ont pas leur place dans une démocratie. Ok. Le manque de moyens, c'est un truc totalement réel, c'est un problème massif et évident, c'est genre même un problème central de la démocratie et de l'état de droit selon moi, parce que obtenir un jugement par le système de la justice dans lequel tu vis rapidement pour pouvoir avoir l'affaire pour laquelle tu sollicites la justice tranchée rapidement et passer à autre chose dans ta vie est un truc méga important en fait dans un pays. Et enfin bref, augmenter l'efficacité du système judiciaire pour moi c'est une priorité absolue, hein. Notamment par une augmentation massive des moyens. En fait c'est juste pourquoi ne pas le faire? Augmenter les moyens pour ça, ça coûte des milliards et des milliards, peut-être des dizaines de milliards. C'est pas grave parce qu'en fait l'État français, quand tu comptes tout ce qui est public en France, c'est genre 1600 milliards d'euros de budget ou un truc comme ça. Et c'est pas grave si ça passe de 1600 milliards à 2000 milliards, en fait. C'est bien si ça améliore la vie. Si ça améliore notre pays, la vie des gens, c'est très bien. Il faut plus de services publics. Il n'y a aucun monde normal où des délais de justice se comptent en années, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai des expériences personnelles où j'ai saisi les tribunaux pour des trucs, notamment le tribunal des prud'hommes. Ça a pris 4 ans pour faire condamner mon ancien employeur pour la fraude qu'il avait fait, quoi. C'est pas normal, en fait. Et pendant ce temps-là, il a pu continuer tranquillement. Hein. Bref. Venez, on écoute le discours de Gabriel Catala. Donc bien sûr, après, il y a eu pour l'affaire Liana, il y a eu des rassemblements gigantesques. Et on commence par Clémence Guettet. Je pense, on va faire dans l'ordre chronologique. Là, c'était le 8 juin. Ça aussi, c'était le 8 juin, le passage de Bompard. J'ai envie d'écouter Clémence Guettet sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Députée LFI du Val-de-Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Pour dire les choses très simplement, si vous n'étiez pas sur ce plateau, vous seriez là-bas? Il est possible que j'aurais été là-bas. Il y a des députés insoumis quand même. Parce que c'est évidemment important qu'il y ait une mobilisation. Donc il y a eu plein de rassemblements. Je pense qu'il y avait plein de différents mouvements politiques dans ces rassemblements. Juste des gens scandalisés par l'affaire et qui veulent que les choses changent globalement aussi. À mon avis, il y avait probablement des gens d'extrême droite, il y avait des gens de gauche. Et apparemment, il y a certains rassemblements où il y a eu des affrontements avec la police. Est-ce que la police a été violente sur des gens qui manifestaient dans ce contexte-là? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à là? À ce moment précis où tout le pays est entièrement en pensée vers les proches de Liana qui sont endeuillés, à qui je réitère évidemment mon soutien, c'est important qu'il y ait une mobilisation aussi pour dire que ça aurait pu être évité et pour dire que nous n'en voulons plus de ces morts tragiques, de ces violences faites aux enfants, parce que malheureusement, il y a Liana aujourd'hui, il y a 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences dans notre pays. Donc il faut que cesse l'omerta. Donc on fait quoi? Il faut que cesse l'omerta. Parce que l'omerta, dans les chiffres, elle cesse. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de plaintes déposées. Elle ne cesse pas. Malheureusement, il y a une parole qui se libère, mais qui n'est pas assez entendue et écoutée. Qui n'est pas assez entendue de manière générale dans la société. Et on voit peut-être un frémissement de quelque chose, là, en ce moment, avec ces mobilisations. Mais qui n'est pas assez entendue dans la société parce qu'on est toujours dans une culture extrêmement patriarcale qui n'écoute pas ni les femmes ni les enfants, c'est-à-dire les plus vulnérables de notre société. Et puis, ce qui n'est pas entendu par la loi et par
les responsables politiques. Et on va y venir, j'imagine, assez rapidement, mais il y a des responsabilités politiques dans ce qui s'est passé pour Liana, mais dans ce qui se passe pour tous ces enfants qui sont victimes de... Je vous interromps un instant. Mélanie Bertrand, place Vendôme, il se passe encore des choses. Au pied de la côte. Elle est où? Bulgarie, mais... Pardon. On a annoncé il y a quelques heures, n'a pas été autorisée la manifestation de la place Vendôme par la préfecture de police de Paris en raison d'un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Non, et je pense qu'elle est extrêmement mauvaise symboliquement et politiquement. C'est-à-dire que les personnes qui sont là pour manifester disent déjà il faut arrêter avec le silence généralisé, il faut des moyens pour la justice, il faut les moyens de lutter réellement contre ces violences. Et ce que décide en l'occurrence le ministre de la Justice, Monsieur Darmanin, c'est de ne pas laisser la possibilité aux gens de manifester. Donc voilà, vous savez, c'est vraiment une omerta généralisée sur ces questions. Et ce qu'on voit là à l'image, ce sont donc ces manifestants et ces manifestantes qui sont sous les fenêtres du ministre de la Justice, puisqu'ils ont réussi à rentrer sur cette place Vendôme. Mélanie Bertrand, sur place. Exactement, Marc. Il y a eu un petit peu de bousculade à l'instant pour permettre justement aux manifestants, aux participants de se réunir ici. On est vraiment du coup sous les... On voit pas souvent quand même des rassemblements de manifestants qui du coup bravent l'interdiction et qui vont directement sous la fenêtre d'un ministère. C'est assez fou en vrai. Enfin, les gens sont révoltés et ils ont raison. Aux participants de se réunir ici. On est vraiment du coup sous les fenêtres du ministère de la Justice. Il y a, je dirais, plusieurs centaines de personnes qui manifestent. On entend beaucoup de Darmanin démission, des cris de huée, des gens qui expriment leur mécontentement face à l'émotion de cette affaire Liana. L'esprit n'est pas tendu, mais on sent des gens déterminés qui veulent porter leur voix. C'est ce que nous disaient tout à l'heure plusieurs manifestants qui étaient un petit peu écœurés de ne pas pouvoir passer. On rappelle que cette manifestation, elle a été interdite ici, place Vendôme, en fin d'après-midi, que la préfecture de police avait invité les participants à se rendre du côté de la place Lépine. Mais vous le voyez sûrement sur nos images en direct, eh bien, cela n'a pas empêché une foule de centaines de manifestants de se réunir ici, d'applaudir, de sortir des pancartes, et de venir crier pile sous les fenêtres du ministère de la Justice. C'est une image assez inédite alors qu'il y a une bonne dizaine de CRS qui sont positionnés devant le bâtiment, évidemment, pour sécuriser ce ministère. Une image assez inédite, dit Mélanie Bertrand. Cette image, pour vous, elle dit quoi, Clémence Gauthier ? Elle dit beaucoup de colère que je partage, en fait. Je l'ai dit, les enfants sont les plus vulnérables de notre société. Et il a été pris des décisions qui, en réalité, pointent une responsabilité politique, qui est celle notamment de M. Darmanin. C'est cette semaine encore que 400 millions d'euros ont été annulés pour les crédits de la justice dans notre pays. Je vous donne juste quelques chiffres pour ne pas surcharger. Oh, c'est bizarre. En fait, il y aurait un lien entre la politique menée par les macronistes sur la justice, notamment, et les résultats de cette politique sur le pays. Donc en fait, il y aurait une responsabilité à pointer. Oh, bizarre. J'ai le débat de ça. Mais en France, nous avons, pour 100 000 habitants, nous avons 11 juges, quand la moyenne de l'Union européenne, c'est 22. Vous avez raison, ces chiffres, ils ont été rapides. Nous avons 3 procureurs, et quand un budget de la moyenne de l'Union européenne, c'est 12. Et nous avons un budget de la justice qui est amputé encore cette année parce que ça n'est pas considéré comme prioritaire. Mais ça veut dire doit que sur être ces questions, une priorité, protéger nos enfants. Sur ces questions, Clémence Gauthier, à 11 mois de l'élection présidentielle, il ne pourrait pas y avoir une classe politique qui se met en mode pause et qui dit mettons-nous d'accord. Yann Braun-Pivet aujourd'hui dit je suis prête à inscrire à l'agenda de l'Assemblée nationale la loi intégrale sur les violences qui est réclamée par les associations. Ça fait 9 années que les macronistes font ça en boucle. Ça veut dire il y a un problème majeur, tout le monde le voit, il faut augmenter les moyens. Et ils disent genre c'est pareil avec les hôpitaux, ouais on va le faire et tout, et après ils le rebaissent derrière. Ou alors ils promettent des augmentations, ils prétendent que dans la loi il y a des augmentations, et en fait ils sont juste en train de mentir. Quand tu vas voir le détail de la loi, il y a 10 000 exceptions ou je sais pas quoi, qui font qu'en fait, ils ont juste entièrement menti. Ils n'ont pas du tout augmenté les budgets. Ils sont restés dans une politique d'austérité totale. J'ai vu récemment la vidéo d'Osons causer justement sur ça. Dans les hôpitaux, les macronistes ont prétendu après le Covid qu'ils allaient réaugmenter les budgets. Et en fait, c'est resté stable au final, c'est-à-dire politique austéritaire. Et c'est pareil avec la justice. Et là, ils vont faire un effet d'annonce de « Ah ouais, on va faire une loi d'urgence, je sais pas quoi », comme ils ont fait un peu avant.
où ils ont en effet augmenté un petit peu les budgets, mais pas suffisamment. Et ça va être la même chose, c'est le statu quo. Il n'y a rien qui bouge. En fait, la solution, c'est de mettre d'autres personnes au pouvoir que les macronistes. Et pas d'attendre d'eux qui changent quoi que ce soit. Même si, ouais, c'est important d'appeler à la démission de Darmanin et à une politique différente et à se battre pour dans l'Assemblée nationale et tout dès maintenant. Mais le changement, il arrivera quand on se réveillera et qu'on mettra au pouvoir la gauche, en fait. Qui, eux, ont dans leur programme d'augmenter massivement le budget de la justice et pas seulement de proposer tout un tas de réformes structurelles. On va en parler juste après. Privé ne décide de rien sur cette question. Il lui elle faudra ne décide, pour ça elle, l'accord de des rien. autres groupes et il donc faut le que vôtre. le ministre de la Justice écoute les gens qui manifestent, mais écoute en réalité les associations féministes qui depuis des années demandent plus de moyens pour la justice. Notamment, vous savez pourquoi ? Pour former à l'écoute et à la réception de la parole. Que ce soit les femmes victimes de violences et de que ce soit les enfants. C'est une parole extrêmement spécifique à recueillir et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens ni de former suffisamment les policiers, ni de former suffisamment les juges. Je reviens, la loi intégrale transpartisane qui a été travaillée à l'Assemblée nationale et qui reprend une partie, mais pas tout, vous avez raison, de ce que réclament les associations depuis plusieurs années. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée ? Alors, ça vous aura pas échappé, nous ne co-signons pas en l'occurrence cette loi-là. Donc nous elle n'est l'avons pas tout à fait proposé. transpartisane. Pas tout à fait, parce que notamment certaines propositions ne nous conviennent pas, elles font de la surenchère pénale. Nous pensons que ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est les moyens. Et je précise aussi que toutes les associations féministes ne la soutiennent pas, cette version-là de la loi. Ce avec quoi nous sommes d'accord, c'est sur l'idée qu'il faut une loi. Et Jean-Luc Mélenchon en a parlé dans notre meeting d'hier. Après, les gens, tu vois, il faut augmenter les moyens, c'est une grosse partie du sujet. Mais là, en l'occurrence, la mère d'une petite fille qui a été probablement par cet homme a déposé plainte. Elle a appelé pour avoir des nouvelles pendant 10 mois et on l'a menacé de porter une main courante, tu vois. Donc, il faut faire attention parce que si l'augmentation des budgets pour la justice, peut-être pour la police, etc., pour les enquêteurs, est-ce que ça va être des gens qui ont aussi cette réaction-là face à des mères de victimes ? Mais bien sûr, LFI ne propose pas que augmenter le budget. Là, comme elle vient de dire Clémence Guettet, c'est former les personnes complètement différemment, notamment sur le sujet des VSS, où il faut genre un énorme processus de formation globale et d'énormes changements culturels massifs sur le sujet pour prendre tout ça au sérieux 1000 fois plus qu'aujourd'hui. Mais ouais, c'est vraiment, il faut, ouais. À Saint-Denis, il a dit une loi globale. Il faut une loi globale contre les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Et il faut les 3 milliards que demandent les associations féministes depuis des années et qui n'ont pas été accordés. Voilà, je déplore le fait que M. Darmanin fasse des coups de communication. Il a dit par exemple qu'il allait faire passer en revue les 70 000 plaintes contre des mineurs qui sont dans les tribunaux. Ça veut dire concrètement qu'il va le demander à des magistrats qui sont absolument débordés d'examiner encore plus rapidement des affaires, donc de les survoler. Voilà, il faut des moyens, donc des gens qui soient derrière pour examiner ces plaintes, les traiter. Et je veux dire aussi que, en réalité, c'est le sommet de l'iceberg. On sait que la majorité, l'extrême majorité des victimes, aujourd'hui, encore, ne portent pas plainte. Donc, il va falloir davantage de moyens. Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé ? Nous avons proposé, nous, dans notre programme, un pôle de magistrats spécialisés. C'est-à-dire, en fait, la question, derrière votre question, la question décisive, c'est celle de la formation. C'est ce que je vous disais sur c'est celle de la formation et c'est celle de regrouper dans la même pièce des spécialistes qui, aujourd'hui, par exemple, luttent contre le terrorisme ou les narcotrafiquants. Nous avons proposé un pôle spécialisé dans chaque tribunal avec des magistrats qui soient formés, qui soient en lien avec des policiers. C'est-à-dire qu'on les enlèverait. Ils sont en plus. Ah bah il faut en rajouter, oui, il faut en rajouter. Et par ailleurs, il faut rajouter aussi des officiers de police. Mais Madame Guettet, mais ça veut dire que vous allez augmenter les budgets pour un service public, parce que la justice c'est un service public. Donc vous allez créer de la dette. Donc en fait, ça ne rentre pas dans les règles européennes. Qui va payer en fait ? Comment c'est possible ? C'est ça l'argument, les gens. L'argument, le néolibéralisme a tellement rongé le cerveau des gens qu'on se dit ouais non, c'est normal de laisser ultra bas le budget de la justice, laisser un immense manque de personnel, de nombre de gens, genre comme elle l'a bien rappelé, le nombre de magistrats en France par rapport à la population est genre la moitié par rapport à la moyenne européenne, ou ce qui est normal, même et même on parle d'autres pays européens qui eux-mêmes ont probablement un manque de moyens et une politique néolibérale austéritaire qui est menée aussi dans beaucoup de contextes. Donc c'est juste ouf, le niveau de la France sur ce sujet-là. Mais non, on peut pas augmenter les impôts, on peut pas augmenter les cotisations, on peut pas augmenter les budgets publics et tout. C'est pas bien, les droitards vont vous dire
qu'on ne peut pas le faire, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut rembourser la dette, que blablabla. Et dans le même temps, on dépense 211 milliards sur des aides, des baisses d'impôts et des aides directes qui vont principalement à des immenses entreprises multinationales pour renflouer les poches des actionnaires de ces boîtes. Parce que techniquement, au final, c'est vers ça que va cet argent-là. De l'argent public dépensé pour ça. Et voilà. Et il y a probablement autour de 100 milliards et probablement bien plus en vrai d'évasion fiscale, majoritairement faite par les ultra-riches dans ce pays. Donc il n'y aurait même pas besoin d'augmenter les impôts. C'est juste, même juste maintenir les lois actuelles comme elles sont, mais juste les appliquer correctement en luttant efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, majoritairement pratiquée par les gens qui ont l'argent pour être dans ces tranches-là en fait, c'est-à-dire les ultra-riches. Ah, tout d'un coup, il y a genre 200 milliards de plus de budget. Et là, on peut changer complètement le fonctionnement de la justice en embauchant massivement, en formant massivement, en embauchant massivement. Et d'ailleurs, on aurait pu le faire en 2017. Hein. On aurait pu le faire, par exemple, en 2022. Hein. On aurait pu le faire depuis 10 ans. Mais non, la gauche préfère disperser les voix sur des micro-candidatures qui ne peuvent pas passer au second tour, ou alors encourager les gens qui les écoutent à s'abstenir, ou à faire une révolution. Et que le changement ne s'obtient pas par les institutions. Voilà. Cool. Judiciaire, parce que la police judiciaire a été complètement détruite par M. Darmanin, ses obsessions sécuritaires en matière de narcotrafic, etc., ça fait qu'à effectif constant ou qui diminue... C'est que Clément Viktorovitch préfère ne pas dire pour qui il faut voter, tu vois. Bon, après, on laisse ces gens, du coup, au pouvoir, mais bon, c'est pas grave. Au moins, dans son milieu journalistique, avec ses amis et tout, Clément Viktorovitch ne se met pas à dos 3-4 personnes droitardes, toxiques et horribles. De fait, vous ne pouvez pas prioriser les violences qui sont faites aux enfants, par exemple. Ouais. Des choix politiques ont été faits et maintenant les responsables politiques de ces choix doivent rendre des comptes. Gérald Darmanin a exclu de démissionner ce matin. Est-ce que vous lui demandez de démissionner officiellement ? J'ai pu entendre ces dernières heures Mathilde Panot qui dit oui, Emmanuel Bompard qui dit c'est pas tout à fait la question. Est-ce qu'on en est là ? Dans l'absolu, de tout ce que je viens de vous dire, évidemment, j'ai envie de vous dire que la responsabilité politique de M. Darmanin, à nos yeux, elle est engagée, elle est pleinement engagée. Et je pense que si, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui sont devant son ministère, c'est que je ne suis pas la seule à le penser. Après, nous savons que lorsque nous appelons à la démission de responsables politiques, ça n'est pas forcément suivi des faits. J'attends, peut-être c'est sur votre antenne que M. Darmanin fera un mea culpa. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce soir 21h. Exactement. Ouais. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'il cherche des responsabilités individuelles, on va dire, parmi les magistrats, alors que pour nous, le problème est systémique. Et donc, il faut revoir de fond en comble la doctrine. Est-ce qu'on ne peut pas dire les deux choses à la fois ? De dire il y a une question de moyens, et dans l'affaire Liana, il y a eu aussi, semble-t-il, Monsieur Darmanin des ne dit défaillances. Pas les deux choses. Oui, mais vous, est-ce que vous dites les deux ? Oui, nous disons il y a une enquête qui est en cours, qui a été une enquête interne, qui a été diligentée pour voir les responsabilités individuelles. C'est indispensable. Mais si on ne voit que ça, on ne voit pas tout le reste du problème. Et le reste du problème, c'est qu'il continuera, à mon avis, d'y avoir des erreurs individuelles ou des enquêtes qui sont mal instruites du fait de ce manque de moyens. Donc il faut mettre ça en lien, sinon... Attends, je vais répondre parce que, ok, il y a un droitard dans le chat. Ça va nous permettre de répondre à une position de la droite. Donc voilà, attention, le propos va être très intelligent. Il faut rétablir la PDM pour les heures-points quand le crime est avéré. C'est expéditif, très économique et dissuasif. Ok, très bien, on va répondre à ça. Donc c'est dissuasif pour toi la peine de mort. Tu penses que c'est dissuasif la peine de mort. Donc par exemple, dans les États aux États-Unis où la peine de mort est en place, puisque en fait, d'ailleurs en France, pendant des décennies, il y a eu la peine de mort. Hein. C'est avant, il y avait la peine de mort et on l'a enlevé maintenant. On l'a enlevé d'ailleurs quand on a mis la gauche au pouvoir en 1981. Donc dans les États américains où il y a encore la peine de mort, par exemple, tu vas me dire, probablement s'il y a la peine de mort pour par exemple un multiple homicide volontaire dans les États américains, où, voilà, conséquence de faire ça, l'État t'exécute, peine de mort, il y a probablement moins de ces crimes-là dans ces États-là. Puisque, comme tu le dis, c'est dissuasif. En fait, le réel contredit mon idéologie, comme quoi la peine de mort est un élément dissuasif. Et ouais, quand tu vas voir les États américains où il y a la peine de mort mise en place pour certains crimes, et en fait, ces États-là ont plus de ces crimes-là par habitant que les autres États. Tiens, c'est comme si, en fait... Le fait de mettre la peine de mort n'était pas du tout dissuasif et ne diminuait pas du tout le niveau de criminalité. D'ailleurs, globalement, juste en moyenne, les États-Unis d'Amérique sont un pays où il y a la peine de mort qui est en place dans pas mal d'États. C'est un truc qui existe, ok ? Et d'ailleurs, c'est le pays où il y a le record du nombre de prisonniers par habitant. Le record mondial du nombre de prisonniers par habitant. C'est un système gigantesque de prisons
Les États-Unis, il y a des millions de personnes en prison. Et en fait, bizarrement, en moyenne, les États-Unis sont un pays où il y a beaucoup plus de crimes et de délits, beaucoup plus de violence en moyenne qu'un pays comme la France, qui n'a pas la peine de mort. Donc peut-être tu peux brancher ton cerveau 2 secondes, sortir de ton idéologie, de tes idées reçues sur comment marche la peine de mort et pourquoi ça serait bien de la remettre en place en France, et tu peux peut-être comprendre que c'est plus compliqué que ça, c'est pas un truc qui va être dissuasif, qui va diminuer la criminalité. Et en plus, l'argument massu pour dire non, la peine de mort, c'est la pire idée du monde, c'est qu'avec la peine de mort, tu vas forcément condamner à mort des personnes innocentes. Historiquement, quand la peine de mort était en place, il y a plein de personnes qui ont été du coup tuées alors qu'elles n'avaient pas commis le crime en question. Et on s'en rend compte seulement après, seulement quand des nouvelles preuves émergent, après qu'on ait déjà tué la personne, quoi. Parce que surprise, surprise, les systèmes de justice ne sont pas parfaits. C'est aussi des systèmes qui sont gérés par des humains. Et actuellement, là, on voit que on le voit en 4K que c'est pas parfait. Hein. C'est même à des années-lumière d'être parfait. Mais imagine tout ce système de justice actuel, mais en plus, elle peut tuer des personnes alors qu'on sait qu'elle fait des erreurs et qu'elle a tendance à faire des erreurs et qu'elle en fera toujours, même si on peut les minimiser, il y aura techniquement toujours des erreurs de justice forcément. Il y aura des jugements qui seront faits où il y a des preuves qui sortiront après, qui vont démentir tout ce qu'on savait avant, qui vont remettre en question le verdict et en fait, on aurait dû... Et en fait, si la personne... Et je vais pas parler là dans ce contexte d'abolition de la prison, etc. Mais genre, si la personne est écartée de la société et parce que c'est nécessaire de le faire et du coup, il y a une peine de prison, la personne est mise à l'écart dans une prison... pour quelque chose pour un crime incroyablement grave et il y a un énorme risque de récidive et tout, et ben en fait, si jamais on trouve qu'il y avait une erreur complète dans l'enquête, dans la justice et tout, cette personne n'aurait pas dû être condamnée, en fait, on a retrouvé la vraie personne qui avait commis ce crime et c'était une autre personne, et ben on peut libérer la personne qui est en prison, tu vois, alors que si on avait fait la peine de mort, et ben non, on peut pas parce que la personne est morte et tu peux pas faire CTRL-Z sur le fait de tuer quelqu'un par la chaise électrique. Est-ce que ça répond au droitard ? Je suis pas un droitard, j'ai voté 3 fois LFI. Bon bah t'avais un argument qui était un argument de droite, enfin une position politique de droite sur le sujet. Désolé de t'avoir mis une étiquette. Je respecte vos idées, mais moi je suis pour dans certains cas. Je viens de t'expliquer pourquoi c'était la pire idée du monde et tu prends même pas en compte les arguments. Remets-toi en question, s'il te plaît. On ne voit que le petit bout de la lorgnette. Monsieur Darmanin aura fait son coup de com'. Il espère... T'es un peu agressif pour rien parfois, Mulch, ouais. Pardon, je suis un peu énervé par le sujet, je crois. Après, c'était une personne qui proposait la peine de mort dans le chat, donc bon... Être opposé à la peine de mort, c'est quand même un des combats progressistes centraux depuis des décennies. Éteindre la colère des gens, moi je leur dis au contraire qu'ils ont bien raison, que c'est légitime cette colère. Bon, on avait prévu de parler, pour être parfaitement honnête, un peu plus du meeting de Jean-Luc Mélenchon et du début de sa campagne. Hier, il nous reste quelques minutes, Clémence Guetti. Je voudrais vous interroger sur une des choses. Il y a eu beaucoup de choses dans le meeting de Jean-Luc Mélenchon sur le SMIC. Ok, attendez, je voulais qu'on écoute... On va s'arrêter bientôt parce que ça fait longtemps, mais genre, faut qu'on adresse ce sujet quand même. Hein. Venez, on écoute le discours de Gabriel Catala. Merci, Président. Monsieur Darmanin. 437 000 personnes, dont 160 000 enfants, sont victimes de violences par an, soit une victime toutes les 72 secondes en France. Sans compter les mortes. Car en 2026, on meurt toujours d'être une enfant, on meurt d'être une femme. Et alors que nous sommes toutes et tous accablés par la disparition de la jeune Liana, dont je veux de nouveau saluer la mémoire et les proches, et dont la mort est une question politique centrale, vous avez le culot de maintenir votre projet de loi justice criminelle à l'Assemblée aujourd'hui. Vous avez présenté vos excuses à la famille et dit être terrifié par un dysfonctionnement. Dans n'importe quel pays où il reste de la dignité en politique, vous auriez pris la parole pour annoncer votre démission. En utilisant le mot dysfonctionnement, vous souhaitez faire du traitement tristement banal des violences par les institutions judiciaires et policières quelque chose d'extraordinaire, entretenant ainsi précisément l'aveuglement sur le caractère systémique de ces violences, car à force de chercher l'extraordinaire, on ne voit pas l'ordinaire, et c'est cela qui permet l'impunité. Ce qui est terrifiant, c'est plutôt que la lutte contre ces violences systémique ne soit toujours pas une politique publique, que tous les services publics soient démantelés, que la justice soit toujours aussi patriarcale près de 10 ans après MeToo. Vous avez ensuite cherché à esquiver vos responsabilités en blâmant la procureure Doche, désigner des responsables et annoncer des sanctions avant même que l'enquête de l'inspection générale de la justice que vous avez vous-même ordonné rende ses conclusions. Il fallait oser. Pire, vous vous étonnez qu'elle soit menacée de mort après l'avoir jetée en pâture. S'il y a des responsables, nous les connaissons. Vous, vos prédécesseurs, vos collègues ministres de l'Intérieur, de l'Économie, Premier ministre jusqu'à Emmanuel Macron, pour qui, comme vous, il ne faut surtout pas parler de moyens lorsque la France compte pourtant 3 fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne. Vous et celles et ceux qui ont déconsidéré les corps des femmes et des enfants et considéré que leurs paroles n'avaient aucune valeur. Votre cas est particulier car vous avez appartenu à la quasi-totalité des gouvernements depuis 2017, dont les priorités ont toutes été patriarcales. Vous avez d'abord été 3 ans ministre des Comptes publics et par conséquent responsable de coupes budgétaires,
puis ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Vos priorités, mettre plus de bleu sur le terrain, le maintien de l'ordre, la petite délinquance, soit la politique du chiffre sarkozyste. Je ne vous ai jamais entendu parler pendant 4 ans de recueil de la parole de l'enfant, de formation des policiers, de renforcement des brigades pour mineurs, car il vous a toujours été plus pertinent de poursuivre des objectifs xénophobes et de sévir contre toutes les formes de contestation. Je donne un exemple qui illustre le sens des priorités politiques et par conséquent budgétaires des gouvernements successifs. En tant que ministre de l'Intérieur, vous avez dépensé plus de 18 millions d'euros par an pour des armes mutilantes, grenades et LBD. Vous avez commandé 70 millions d'euros de blindés Centaure de gendarmerie. Les associations féministes ne demandent, elles, que 12 petits millions d'euros supplémentaires par an pour renforcer les unités médico-judiciaires qui recueillent les preuves de violence. C'est ensuite la réforme de la police judiciaire que vous avez conduite qui a eu pour conséquence de dévaloriser la filière investigation au profit de la filière voie publique et de les réorienter vers vos pathétiques et inutiles opérations place nette. Même schéma pour vos successeurs. Des officiers de police judiciaire ont même été mobilisés pour la finale de la Ligue des Champions car les abribus et les poubelles qui brûlent restent prioritaires. Et que dire de M. Retailleau, plus préoccupé par les rafles de personnes migrantes et les circulaires pour rendre aux étrangers la vie impossible que par la chasse aux agresseurs. Enfin, depuis 1 an et demi, vous êtes ministre de la Justice. Vous dites avoir inscrit la lutte contre les violences faites aux enfants comme une priorité dans une circulaire récente. Il s'agit en réalité de 3 lignes parmi tellement de priorités que cela n'en est pas une, sans compter toutes les circulaires qui se sont accumulées jusque-là, comme par exemple celle sur l'apologie du terrorisme, car il est toujours préférable dans votre monde de placer des gens en garde à vue pour un tweet que pour un vidéo. Waouh. Pouf. Non mais Gabrielle Catala, présidente en fait. Quoi ? Votre budget soi-disant historique, on trouve de l'immobilier pénitentiaire, mais rien pour recruter des magistrats spécialisés, davantage de juges et enfants, rien pour mieux les former, rien pour donner aux associations les moyens de mieux accompagner les victimes, rien pour que les enquêtes soient mieux indigentes. Tous nos amendements en ce sens ont été rejetés chaque année. Maintenant, vous intimez... Tous nos amendements en ce sens ont été rejetés chaque année. Tout est dit. La démonstration de Gabrielle Catala de la responsabilité évidente de la politique macroniste dans tous les dysfonctionnements systémiques dans cette affaire. C'est impressionnant le nombre d'arguments justes et le nombre de rappels qu'elle arrive à faire en moins de 4 minutes. Hein. Sa question au gouvernement est ultra basée aussi. Attends, on finit celui-là parce que là c'est waouh. Tous nos amendements en ce sens ont été rejetés chaque année. Maintenant, vous intimez au procureur d'examiner les 70 000 plaintes concernant les violences sexuelles faites aux enfants d'ici le 14 juillet. Sous-entendu, la justice est lente car ces agents... Je redémarre les gens. Pardon pour le son. C'est un bug récurrent. Merci, président. Réorienter vers vos pathétiques et inutiles opérations place nette. Même schéma pour vos successeurs. Des officiers de police judiciaire ont même été mobilisés pour la finale de la Ligue des Champions car les abribus et les poubelles qui brûlent restent prioritaires. Et que dire de M. Retailleau, plus préoccupé par les rafles de personnes migrantes et les circulaires pour rendre aux étrangers la vie impossible que par la chasse aux agresseurs. Enfin, depuis 1 an et demi, vous êtes ministre de la Justice. Vous dites avoir inscrit la lutte contre les violences faites aux enfants comme une priorité dans une circulaire récente. Il s'agit en réalité de 3 lignes parmi tellement de priorités que cela n'en est pas une, sans compter toutes les circulaires qui se sont accumulées jusque-là, comme par exemple celle sur l'apologie du terrorisme, car il est toujours préférable dans votre monde de placer des gens en garde à vue pour un tweet que pour un vidéo. Dans votre budget soi-disant historique, on trouve de l'immobilier pénitentiaire, mais rien pour recruter des magistrats spécialisés, davantage de juges et enfants, rien pour mieux les former, rien pour donner aux associations les moyens de mieux accompagner les victimes, rien pour que les enquêtes soient mieux indigentes. Tous nos amendements en ce sens ont été rejetés chaque année. Maintenant, vous intimez au procureur d'examiner les 70 000 plaintes concernant les violences sexuelles faites aux enfants d'ici le 14 juillet. Sous-entendu, la justice est lente car ces agents ne travaillaient pas correctement jusqu'à présent. Monsieur le ministre, vous êtes décidément la dernière... Tellement réel, c'est tellement réel. C'est totalement ça, c'est ça le sous-entendu. Donc en fait, ils bossaient pas jusqu'à maintenant, ces gens ? Ils devraient se sentir insultés. Franchement, si là, il n'y a pas tous les juges, tous les magistrats, tous les avocats, enfin tout le personnel qui travaille dans le système de justice qui, à un moment, s'est dit « Ouais, peut-être qu'il faut mettre la gauche au pouvoir ». Je sais qu'il y a plein de gens dans ces institutions qui votent pour la droite, hein. Il y a plein de bords politiques hein, dans tous ces postes dans la justice, mais il y a plein de droitards là-dedans, quoi. C'est... Waouh. C'est tellement valide, ces arguments, c'est juste incroyable. Personne à qui nous faisons confiance. Comment t'es Darmanin et tu démissionnes pas de honte en entendant ce discours-là, genre dans la minute, tu dis « Ah ouais, non, là, peut-être dans ma vie, peut-être faut que je me remette en question, peut-être j'ai fait de la merde. » Pour arriver dans cette situation, mais non. Après, est-ce que c'est étonnant de la part de quelqu'un qui est lui-même accusé de VSS de façon très crédible, qu'il en ait absolument rien à foutre du sujet. Pour lutter contre les violences faites aux enfants d'ici le 14 juillet. Sous-entendu, la justice est lente car ces agents ne travaillaient pas correctement jusqu'à présent. Monsieur le ministre, vous êtes décidément la dernière personne à qui nous faisons confiance pour lutter contre les violences sexuelles.
Bien. Et encore, je dirais que Gabriel Catala a été sympa parce qu'elle n'a pas rappelé des accusations qui sont littéralement des accusations sur lui-même, sur Darmanin. Incroyable intervention. Les gens, vous êtes au courant que cette personne peut être, genre, ministre de la Justice ou dans un autre ministère dans moins d'1 an. On peut mettre ces personnes au pouvoir, en fait. Gabriel Catala devrait avoir un poste de haute responsabilité. Je sais pas, à chaque fois que je vois une intervention de Gabriel Catala, c'est tellement carré, les démonstrations sont tellement limpides, le sujet est tellement travaillé. C'est incroyable. J'ai envie de voir aussi sa QAG, alors vas-y, on va regarder. En fait, je me suis dit, peut-être on regarde la réponse de Darmanin et tout, mais en fait, on sait déjà ce que ça va être. On n'a pas besoin de le regarder, on les connaît par cœur. Messieurs les ministres. Ils vont mentir, minimiser, faire diversion, promettre des trucs qu'on sait qu'ils vont pas faire, attaquer, être de mauvaise foi, manipuler les gens pour qu'ils soient contre LFI pour aucune raison. Messieurs les ministres, nous pensons à Liana, à celles et ceux qui l'ont aimée, à tous les enfants victimes de ces violences insupportables. Mais au-delà de la peine, nous sommes en colère. Les hommes veulent des femmes, des petites filles, des petits garçons, non par pulsion, mais pour dominer les corps, le plus souvent dans la famille, parfois ils. Monsieur Darmanin, cette affaire n'a rien d'un dysfonctionnement. 73% des plaintes pour violences faites aux enfants sont classées sans suite. 70% ne génèrent aucun acte d'investigation. Cette affaire reflète le fonctionnement tristement ordinaire de la justice française. Et vous feignez de le découvrir et de découvrir que ces violences sont systémiques, que les corps des femmes et des enfants sont des objets dont les hommes peuvent disposer dans notre société, que les enfants parlent mais ne sont pas protégés. Il faut qu'ils meurent pour qu'enfin on les croie, alors que les militantes féministes et enfantistes alertent depuis des années, alors que la Civise a listé 82 préconisations que vous avez enterrées, alors que vous êtes en responsabilité depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, vos gouvernements ont démantelé les services publics et mis en œuvre des politiques patriarcales, soit des coups de menton sécuritaires au détriment de la sécurité des femmes et des enfants. À présent, vous jetez en pâture les magistrats que vous avez noyés sous des dizaines de priorités pour vous défausser après avoir refusé d'entendre leurs alertes sur les moyens insuffisants de la justice. Pire, vous lancez une enquête sur les responsabilités qui ont conduit au drame. Ne craignez-vous pas qu'elle remonte jusqu'à vous, monsieur Darmanin ? Mediapart nous apprend même qu'un rapport accablant vous a été remis il y a 4 ans sur les défaillances en matière de lutte contre la criminalité. L'avez-vous seulement lu ? Il est dans votre tiroir. La question n'est pas que faire, nous avons la réponse. Nous n'avons pas besoin d'une énième loi d'affichage, mais d'une loi cadre pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. Un budget de 3 milliards et la prise en charge intégrale par la sécurité sociale d'un parcours de soins pour toutes les victimes. La question est plutôt, pourquoi avez-vous décidé de ne rien faire ? Et quand assumerez-vous votre part de responsabilité en présentant votre démission ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin. Madame la députée, j'ai regretté la politisation et, il faut bien le dire, le manque de respect sans doute, puisque dès ce week-end, votre président de groupe politique a appelé la démission de membres du gouvernement. Mais ferme-la, Darmanin. Essaye même pas de répondre, en fait. Les gens, là, c'était incroyable, le discours de Gabriel Catala. Hein. Enfin, les deux extraits. Hein. Peut-être on met ces gens au pouvoir ? Non, peut-être c'est moins pire. Voilà. Du coup, bon, on a parlé un petit peu. Apparemment, du coup, finalement, ça a échoué, hein, le projet de loi de Darmanin. Le projet de loi de justice criminelle et respect des victimes, entre gros guillemets. Nouvel échec de Darmanin ce matin en commission des lois. Nous venons de rejeter son projet de loi. Rendez-vous en séance pour le plier définitivement, ce texte infâme. Tant de temps perdu à légiférer sur des sujets inutiles et attentatoires aux droits et libertés au lieu de renforcer la lutte sur les VSS et les moyens de la justice. Donc apparemment, c'était un projet de loi éclaté qu'ils ont essayé de faire aussi. Ouais, Gabriel, la réponse de Darmanin, c'est non mais arrêtez de politiser les VSS et les défaillances structurelles. C'est pas politique en fait. C'est vous politisez, vous récupérez politiquement. Et vous manquez de respect, ouais. Ouais, c'est vrai que politiser des sujets quand t'es dans l'Assemblée nationale française, là où se décide la politique française, ouais, c'est un peu problématique de politiser les sujets, quoi. Attention. Voilà pour ce qui est des réponses politiques concrètes qui peuvent être apportées sur le sujet du meurtre de Liana, je pense, le présumé et meurtre présumé de Liana. Des faits divers sordides comme ça, il va continuer à y en avoir, il y en aura toujours un certain nombre, malheureusement. On ne pourra pas les réduire à 0, mais on peut lutter massivement sur tout un tas de sujets, sur les causes systémiques qui poussent les hommes,
parce que c'est très majoritairement des hommes qui sont, c'est pas 100%, mais c'est très majoritairement des hommes qui sont responsables de VSS dans cette société actuellement. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites politiquement pour minimiser le nombre d'occurrences de ce genre de meurtres et de violences sexistes et sexuelles horribles de la part de... Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, à partir de l'exemple ponctuel qui est genre, ouais, un exemple où c'est juste, ça n'a jamais été aussi clair et limpide, toutes les défaillances sur toute la chaîne, sur tout le long. J'aimerais bien qu'on reparle quand même du fait que la mère d'une enfant a été menacée de main courante quand elle a essayé d'alerter sur ce mec, quoi. Ce truc-là, moi, ça m'a cassé mon cerveau un peu, cette information, je vous avoue. C'est un petit peu, c'est un peu dur de rester calme, j'avoue. Je comprends les gens qui vont manifester devant le ministère. Voilà. On continuera de suivre cette affaire. Probablement que ça va avoir d'autres répercussions politiques. C'est un truc qui est beaucoup discuté cette semaine et dans les semaines qui viennent probablement. Comme l'avait été beaucoup discuté l'affaire Betaram à l'époque, hein, sur le sujet, ou l'affaire Epstein. Bon, elle a été moins discutée quand même. Hein, parce que là, ça touchait quand même un peu trop de gens proches des cercles de pouvoir français et mondiaux. Donc là, bon, ça a été... La presse française a quand même pas beaucoup couvert l'affaire Epstein. Pas du tout à la hauteur de à quel point ça aurait dû être couvert, mais bref. Voilà.